Je n'aime pas les cases. Alors j'ai conscience qu'il y a plus grave dans la vie et malheureusement c'est même pas mon plus gros défaut, mais c'est en partie pour ça que j'ai choisi de devenir consultant, pour pouvoir changer de contexte, pouvoir changer de règles, pouvoir changer de mission, pouvoir changer d'environnement, bref, ne pas me sentir enfermé, pouvoir changer de cadre et pouvoir changer d'équipe. Sur ce dernier point, j'ai pas été déçu, des équipes j'en ai connu plusieurs, des équipes qui avaient leurs propres organisations, des équipes qui avaient leurs propres objectifs, leurs propres valeurs, leurs propres contraintes. Des équipes avec des personnes différentes, des équipes avec un cadre différent. Et tout comme vous, je pense, j'ai connu les évolutions d'organisation, les évolutions de mentalité, les évolutions de contexte. Et si j'ai retenu une chose, c'est qu'une équipe, c'est une somme de paradoxes. De nouveau, les paradoxes. Elle se construit au travers de liens internes, mais également externes. Elle doit mettre en avant l'intérêt commun, tout en préservant les individus. Elle doit être stable, tout en innovant. Et elle a besoin de règles, autant que de liberté. Une équipe est souvent exigeante. Elle sera autonome à certains moments, mais elle aura besoin d'être accompagnée à d'autres. Elle connaîtra autant de moments de frustration que d'euphorie. Elle peut parfois changer brusquement d'avis et surtout, une équipe évolue et grandit vite, très vite. Bref, une équipe, c'est un peu comme un enfant de 4 ans et je ne suis pas sûr qu'on manage un enfant de 4 ans. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des équipes est dysfonctionnelle, par nature. Les équipes transverses en particulier. Comme dit précédemment, les équipes sont différentes, contexte, personnes, contraintes, objectifs. Par contre, les sources de dysfonctionnement, elles, sont majoritairement communes. Alors des sources de dysfonctionnement, il y en a plein, je vous rassure. Je vous propose d'en partager 3 avec vous ce soir. Première source de dysfonctionnement, la place et l'importance de l'individu. Monter une équipe ne consiste pas seulement à rassembler des talents. Il faut savoir créer une alchimie, faire grandir le collectif sans freiner les évolutions individuelles. Est-ce que je vais pouvoir m'épanouir? Est-ce que mon avis ne sera pas dilué dans la masse? Valoriser l'individu au service des enjeux communs est important dans l'animation d'un collectif. Deuxième source de dysfonctionnement, l'impact des organisations, les influences externes de manière générale. Prenez une banque par exemple, clients et salariés. On n'est pas vraiment dans une équipe, mais on est dans un écosystème assez proche. On a un environnement avec des rôles, des règles, un objectif de création de valeur. Maintenant, ajoutez-y un braqueur. Qu'est-ce qui se passe? Les personnes présentes vont toutes se trouver un objectif commun, vont vouloir sortir de la banque, en bonne santé si possible, mais surtout, on va perdre le sens de la mission initiale et le sens du collectif, qui sera totalement occulté du fait de l'arrivée de cet élément externe. Et dans le cadre d'une équipe, ce n'est pas tant l'élément lui-même qui est problématique, mais plus son absence d'anticipation ou son absence de maîtrise d'impact. Troisième cause de dysfonctionnement, elle est plus classique, c'est l'absence de sens. Naviguer à vue est une des sources de démotivation les plus fréquentes. Du coup, partager le sens de la mission permet non seulement de renforcer la confiance vis-à-vis des équipes, mais également de valoriser le travail. Mais surtout, donner du sens n'est pas à faire uniquement au démarrage, mais de manière permanente. Donc des dysfonctionnements, il y en a d'autres, il y en a plein en vrai. Comment les réduire? En créant un environnement favorisant la collaboration, en prêtant attention aux éléments externes, en donnant du sens à la mission, il n'y a pas de recette miracle en vrai. Un fait cependant qu'il faut avoir en tête, c'est que les équipes les plus efficaces sont celles qui partagent et créent un lien au-delà du cadre de la mission confiée. Le cadre, justement. Est-ce que vous avez conscience aujourd'hui du cadre dans lequel vous évoluez? Est-ce que c'est quelque chose qui vous freine ou au contraire facilite votre travail? Est-ce que vous le voyez comme quelque chose d'immuable ou d'évolutif? S'il est gênant, faire disparaître pourrait être tentant, mais est-ce qu'une absence de cadre ne constitue pas un cadre au final? Sur ce dernier point, par exemple, certains d'entre vous évoluent dans des flex. C'est un espace de liberté totale, on s'assoit où on veut, donc il n'y a pas de cadre. Combien de personnes finissent par s'asseoir quotidiennement à la même place aujourd'hui? En fait, on finit fatalement par compenser un cadre qui n'est pas formalisé. C'est normal, c'est naturel, c'est quelque chose dont on a besoin. Ça permet de maîtriser le superflu pour se concentrer sur l'essentiel. Donc lorsqu'on s'intéresse à la notion d'équipe, le cadre sera probablement une des choses les plus importantes à appréhender. Un cadre, ce n'est pas une case. Un cadre n'a pas vocation à être figé. Un cadre doit être partagé, compris, accepté. Surtout, un cadre doit être adapté à la maturité et à l'objectif des équipes. Un cadre ne devrait pas être contraignant, même s'il peut être constitué d'éléments contraignants. Ce sont deux choses différentes. Et lorsque l'on aborde les notions de cadre et assez naturellement d'autonomie des équipes, moi, il y a une référence que j'aime beaucoup, qui est plutôt sympa, c'est celle de David Marquette. Alors, je ne sais pas si vous connaissez David Marquette, mais en plus d'être un bon orateur, David Marquette était capitaine de l'US Navy et il fut un temps à la tête d'un sous-marin nucléaire, l'USS Santa Fe, avec plus de 100 personnes sous ses ordres. Marine, sous-marin nucléaire, je crois qu'on peut tous se dire qu'on n'est pas vraiment dans un cadre qui respire la souplesse ou encourage la prise d'initiative. Et factuellement, c'est le cas. David Marquette
se retrouve dans un cadre de suiveur où il est le seul et unique décisionnaire. Et il va voir concrètement les effets néfastes de ce cadre en termes de performance, de morale des équipes ou tout simplement via la faible rétention au sein de son équipage. Du coup, il va décider de le bouger, ce cadre. Et la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va arrêter de donner des ordres et il va donner des intentions. Il va juste communiquer des besoins, si vous voulez. Par ce biais, il va inciter chaque personne à faire des choix et à proposer des initiatives plutôt qu'à demander la permission ou à attendre les ordres. Il va responsabiliser son équipage. Il va le pousser à comprendre et à faire évoluer son cadre de travail direct. Dans quelles circonstances une action peut être menée autonome ou à quel moment on a besoin de la partager. En fait, l'objectif de David Marquet, c'était de passer d'un modèle cultivant des suiveurs, où toute initiative est vue comme une remise en cause, où le responsable se doit d'être infaillible, à un modèle où il va donner le contrôle à son équipage et où chacun devient autonome mais responsable. Quelque part, un modèle qui définit le leadership non plus comme une notion individuelle, mais comme un outil collectif. La démarche, elle est plutôt inspirante. Alors, de par le contexte militaire, parce qu'il ne se prêtait pas forcément à ce type d'exercice, de par la durée du changement, qui va mettre plusieurs mois avant d'être effectif, mais également par les résultats observés. Car aujourd'hui, même après le départ de David Marquet, le sous-marin, l'USS Santa Fe, est un des sous-marins les mieux notés au sein de l'US Navy. Alors, si tant est que vous saviez qu'on pouvait noter un sous-marin. Mais c'est le cas. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'a fait David Marquet ? Il est sorti de son cadre pour le comprendre, le challenger, le partager, le remodeler. Et surtout, il a accompagné et encouragé son équipe à faire de même. Et est-ce qu'au final, c'est pas ça, manager une équipe ? Ne pas l'enfermer dans un cadre, mais aider ses membres à le comprendre, à jouer avec, à le redessiner, à s'appuyer dessus, à en repousser les limites, quitte parfois à oser en sortir. Merci de votre attention.